Ce fut un grand plaisir d'écouter Mahmoud El-Shaher et de le voir en direct. Nous avons eu l'occasion d'échanger par visio depuis déjà un moment, mais le voir sur grand écran, cette fois-ci, c'est vraiment bien. C'est très émouvant. Donc, la journée a été longue et nous avons écouté des présentations très riches et très intéressantes. Donc, je ne vais pas faire de longs commentaires pour paraphraser ce qui a d'ores et déjà été exprimé de manière si éloquente par des scientifiques et des auteurs pendant toute la journée. Je voulais partager avec vous quelques réflexions. Donc rapidement, quelques commentaires sur la richesse de la pensée et sur l'analyse des poèmes auxquels nous avons été exposés aujourd'hui. Tout d'abord, on nous a rappelé que pour comprendre le présent, il y a 2 années qui peuvent sembler au-delà de l'imaginable. Nous avons tenu compte du temps, de la temporalité, comme étant un facteur à la fois de continuité et de discontinuité. Et donc le récit officiel selon lequel il y a une guerre à Gaza en réponse aux attaques d'octobre 2023, ce qui dans les faits est une réalité, mais cela efface complètement l'histoire et on nous rappelle les continuités de la situation en Palestine. On nous a rappelé combien les projets d'expulsion et, dans une certaine mesure, le projet d'éradication des Palestiniens de Palestine, en fait, s'enracinent dans l'histoire. On nous a rappelé que la mobilisation du concept de l'Holocauste en tant qu'argument dans le processus est également quelque chose qui existe depuis longtemps, que les boucliers humains ne sont pas une invention récente et s'enracinent également dans l'histoire. Mais bien entendu, il y a eu également des discontinuités. Des discontinuités que l'instant, le présent, que nous avons décrit comme étant une surtuerie, était spécifique et qu'il allait au-delà de ce que nous avions jamais vu précédemment. Et qu'en fait, l'Holocauste qui est une idée qui est mobilisée aujourd'hui, n'a pas été mobilisée de la même manière depuis la création de l'État d'Israël. À une certaine époque, il n'était pas pertinent de parler de l'Holocauste, mais il fallait montrer la force, la résilience du peuple juif israélien qui avait réussi à construire un pays. Et il fallait mémorialiser l'Holocauste. Et ça, c'est relativement récent, hein. Ça remonte à une dizaine, vingtaine d'années uniquement. J'irais même jusqu'à dire que ce que l'on a appris au cours des 2 dernières années, c'est que l'on peut combiner à la fois l'idéologie du fort et l'idéologie de la victime, qui se sont succédés dans le temps. Nous avons vu également les discontinuités au niveau des boucliers humains. Les nouveautés dans la création de boucliers humains des Palestiniens qui sont ensuite exposés à des attaques potentielles quand on les fait revêtir des uniformes militaires. Et on a
également parler de la temporalité qui peut être différente quand on parle d'effacement. Pendant longtemps, en Israël, on parlait de l'effacement de l'histoire de la Nakba, mais avec la reconnaissance, ou dans une certaine mesure, l'acceptation de son existence, ce que l'on voit, c'est une nouvelle manière de gérer cette idée, par l'indifférence, voire même par une certaine fierté de ce qui s'est passé en 1948. Autre chose, c'est l'impossibilité de réfléchir à la situation actuelle à Gaza sans donner toute son importance à la question du corps. Le corps dans sa matérialité, le corps dans sa signification, le corps dans toutes ses formes. Donc le corps démembré, hashla, les morceaux de corps, les restes, les vestiges d'êtres humains, d'hommes, de femmes, d'enfants, des cadavres qui sont retenus, qui sont volés aux familles palestiniennes, de telle sorte que ces Palestiniens ne peuvent rendre hommage à leur mort, mais également des cadavres qui sont détruits par la destruction de cimetières, par le passage au bulldozer des corps et la constitution de sépultures de masse. Nous avons parlé du corps comme chair qui peut être la proie des boucliers humains. On a parlé du corps amputé. On a parlé du corps abîmé. On a vu de jeunes adolescents qui étaient blessés par des snipers qui leur tiraient directement dans le genou. On a parlé du corps comme moyen de résister à la mort, de résister au temps. Donc je pense qu'en réalité, le corps n'a jamais été aussi présent que dans les derniers mois, dans ce contexte spécifique et dans les mots de nos orateurs. Dernier point qui pour moi est particulièrement intéressant, c'est l'instrumentalisation de ce qui est considéré comme étant la production intellectuelle de l'Ouest libéral, ce qui est considéré comme une connaissance partagée, ce qu'on appelle les disciplines, qui ont été utilisées contre les Palestiniens. Donc vous avez l'instrumentalisation du droit pour justifier l'annihilation d'un peuple en s'en servant comme des boucliers humains ou en impliquant qu'ils sont boucliers humains. L'instrumentalisation de la psychanalyse pour justifier des massacres comme une réponse à la réaction normale d'un pays traumatisé, d'une nation traumatisée, l'instrumentalisation de l'histoire pour nier la dimension du génocide. Et au-delà de tout cela, même les outils de défense des droits humains sont également instrumentalisés. Et nous savons combien l'instrumentalisation de l'antisémitisme a été utilisée pour mettre des limites à la liberté d'expression. Quatrièmement, ce qu'il nous reste à expliquer, vraisemblablement, même si nous avons eu des éléments de tout cela dans les présentations que nous avons entendues, mais c'est le niveau de cruauté des soldats israéliens
et des gardes de prison, et même l'euphorie de la population israélienne qui est au courant de ces cruautés, comme nous l'avons vu sur les réseaux sociaux israéliens et sur la télévision officielle d'Israël. Et le niveau d'indifférence de la plupart des pays à travers le monde. Je vous ai parlé des pays occidentaux, mais nous savons que ça va bien au-delà de ça, bien au-delà des pays occidentaux. Et vous avez aussi une complicité dans le soutien exprimé par rapport à ces actions meurtrières. Alors, je crois qu'il reste quelque chose à élucider, justement. J'ai participé il y a 2 jours à la conférence de Berlin qui s'intitulait, et c'est explicite, et je me dois de le dire, l'anti-palestinien, si je puis dire. Et ceci se reflète dans les débats. Il s'agit en fait d'un mélange de racisme anti-arabe, de l'idéologie islamophobe, même si les Palestiniens ne sont pas tous musulmans, et une confusion avec le terrorisme, avec bien sûr l'histoire associée, le Fatah, le Hamas aujourd'hui et le djihad islamique. Là, il s'agit des réactions aux Palestiniens qui participent des explications de la cruauté, de l'indifférence, de la complicité. Et cela est lié, bien sûr, à la déshumanisation. Et nous en avons de nombreux exemples aujourd'hui. Cette déshumanisation, bon, déjà, c'est un mot que j'ai souvent critiqué, vous savez, que j'utilise simplement à bon escient, et avec parcimonie, parce que le mot est trop utilisé, et il affaiblit son sens même. Mais dans ce cas-là, je crois que nous voyons des formes multiples et variées de déshumanisation du peuple palestinien. Et nous en avons entendu parler aujourd'hui. Des comparaisons avec les animaux, bien sûr, mais également l'ignorance du fait que les Israéliens eux-mêmes peuvent souffrir du trauma, déjà, mais aussi les Palestiniens. Cet affranchissement, si je puis dire, du statut de civil qui ne reconnaît pas le fait que les civils sont des civils quand ils sont palestiniens et qu'ils sont utilisés comme, dans ce cas-là, soi-disant, des boucliers humains, donc on peut les tuer. Cela va contre le droit international qui régit la guerre, le droit de la guerre. Ensuite, l'interdiction du deuil, dont nous voyons des exemples aujourd'hui. On ne donne pas l'accès au corps des gisants ou des morts, des enfants, de sa famille ou des adultes. Et aussi, quand on regarde le côté désacralisé du corps, des corps, à la lumière de cette déshumanisation, il existe cette résistance dont nous avons parlé. J'utilise le mot résistance plutôt que résilience, en opposition à résilience, car je crois qu'une fois de plus, on utilise trop souvent le mot résilience lorsque nous parlons des formes de la résistance. La résistance par la poésie. Et nous avons eu des exemples touchants, magnifiques cet après-midi de cette poésie. Ce n'est pas simplement non plus les textes mêmes de ces poèmes. C'est la poésie comme forme de vie, la poésie comme forme d'existence, comme forme de résistance. La résistance aussi, c'est le sens de l'appartenance. Nous en avons vu des exemples cet après-midi. Le sens de l'appartenance. Et j'appartiens à un territoire
une maison, un foyer que j'ai perdu. Cependant, où perdure l'imaginaire d'un retour. Ce sont là des formes de résistance. Certains des poèmes les plus anciens que nous avons vus à l'écran, que nous avons écoutés en arabe. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nous n'entendons pas très souvent ici dans cet amphithéâtre. Eh bien, ces vers nous rappellent cette forme de résistance qui passe par la poésie sur un long cours. Et dernièrement, cela sera vraiment ma conclusion, je remercie nos oratrices, nos orateurs, non seulement parce elles sont talentueux, talentueuses, non seulement parce que de façon profonde, ces discours sont passés aujourd'hui, toute la journée, mais je les remercie également pour leur courage. Bien sûr, ils n'en ont pas parlé, mais je crois que tous, ou la plupart d'entre eux, ont payé le prix, un prix élevé pour leur engagement dans le sens de la justice, de la défense des droits. Ils ont été harcelés, ils ont souffert, ils ont parfois été arrêtés, poursuivis, et je souhaite leur rendre hommage. Ils sont déterminés pour la vérité, en face de la non-vérité et contre le silence et l'oppression. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons réussi, par ces exposés, à amener des éléments probants. Et grâce à vous, le public, car vous avez bien respecté les orateurs dans cette séance très immersive, il a été possible d'aborder des questions très difficiles, et ceci sans crainte de pression venant d'une autorité, d'autorités, de partis et de groupes communautaires. Nous avons entendu cet après-midi les vers désespérés des poèmes « Pull Yourself Together »,« Rassemblez-vous », Iba Abu Nada, assassiné, début de la guerre à Gaza, traduit par Houda. Et ces vers nous montrent combien seuls nous sommes. Année particulière, personne ne sera jamais à nos côtés. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes dans une certaine mesure des témoins, même les Palestiniens surtout sont abandonnés. Ils sont abandonnés, mais ils ne sont pas seuls, pas complètement seuls. Merci.